Bonjour Général, Bonjour. nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je voudrais commencer cette interview, ça va faire presque un mois que cette guerre a lieu. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une stratégie différente de M. Netanyahou et de M. Trump? Alors je pense que cette opération en Iran est fondamentale pour M. Netanyahou. Ça fait 20 ans à peu près de sa politique, c'est l'aboutissement de sa politique. Il pense que la sécurité d'Israël ne sera effective que quand il aura détruit le pouvoir qui est à Téhéran et qui animait le Hamas, le Hezbollah, les milices irakiennes, les Houthis, mais aussi la Syrie avant qu'il y ait le changement de gouvernement. Donc pour lui, c'est fondamental. Pour M. Trump, c'est moins fondamental. Il accompagne l'opération de M. Netanyahou, probablement parce que lors de leur discussion, alors qu'il est le chairman du Board of Peace sur Gaza, vous vous souvenez, M. Netanyahou lui a probablement dit ça n'existera pas tant qu'on aura la menace à Téhéran. Donc il faut y aller et léger les bonnes cartes. Je suis capable de décapiter le gouvernement de Téhéran. Donc ça a été l'objet de la première frappe qui a eu lieu. Aujourd'hui, à la fin de la semaine, il y aura 3 semaines que la guerre a commencé. Dès le départ, il était prévu 5 semaines de frappe. Donc je dis, attendons 5 semaines. On a l'impression qu'on est un peu dans un jeu vidéo où les gens, au bout de 2 jours, disent j'ai pas gagné. Non, il y a 5 semaines de frappe. Aujourd'hui, les Américains ont décidé, M. Trump a annoncé qu'il y aurait peut-être des négociations, on en reparlera, mais il concentre en même temps des forces. Corps expéditionnaire des Marines, troupes aéroportées. Donc ça veut dire qu'il veut faire encore pression parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Mais donc on voit d'un côté M. Netanyahou qui suit sa stratégie, qui ne parle pas beaucoup d'ailleurs, parle plus sur le Liban que sur l'Iran. Donc il suit sa stratégie alors que M. Trump parle tous les jours. Et tous les jours dit le contraire de ce qu'il a dit la veille. Donc c'est une incertitude qui pose des questions bien sûr aux alliés que nous sommes, mais qui pose des questions aussi à Téhéran, qui ne sait pas très bien où va aller M. Trump. Et sur un plan militaire, quelle est votre évaluation? Alors sur le plan militaire, je pense que d'abord les systèmes de défense de l'Iran ont été réduits à 95%. Donc l'Iran n'a plus la capacité de se défendre. En revanche, l'Iran a une capacité de nuisance. Nuisance avec trois éléments principaux. Les missiles, beaucoup ont été détruits, surtout des lanceurs de missiles ont été détruits, donc il y a assez peu de missiles qui partent. Les drones, là il y en a beaucoup. Et pour les pays du Golfe, c'est très dangereux parce que c'est juste à côté d'eux et ils peuvent être frappés à tout moment par des drones qui arrivent en masse. Donc ça, c'est la deuxième capacité de nuisance. La troisième, c'est la capacité terroriste globale du gouvernement de Téhéran depuis longtemps de faire des attentats sur le territoire des États-Unis, sur le territoire d'Israël peut-être, mais enfin Israël est très sécurisé. Donc l'Iran a toujours ces 3 capacités de réplique. Donc ce n'est pas vraiment une capacité de défense, c'est une capacité de nuisance. Et je pense que la stratégie du gouvernement des Pasdaran à Téhéran est de bouleverser le monde, d'enflammer le monde, d'embraser le monde, pour faire peur partout. Et faisant peur partout, les opinions publiques vont peser sur M. Trump. M. Netanyahou, la population israélienne est assez unie derrière lui. Elle sait bien que c'est une opération essentielle pour les Israéliens. Mais M. Trump, il a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas d'accord. Ensuite, quelque chose que suit de très très près M. Trump, ce sont les marchés. Tous les matins, il regarde, vous savez, sur la télévision américaine, vous avez toujours la bande en bas avec les marchés. Et donc la fluctuation des marchés est très importante, ce qui explique ces derniers revirements. Justement, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il reparle de négociations alors que sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. C'est juste une question de gagner quelques heures pour avoir des gains. Alors vous voyez par exemple la dernière opération qu'il a faite, c'est-à-dire annoncer qu'il allait bombarder les sites de gaz, Oui. qui n'avaient aucune chance d'aboutir. Parce que, compte tenu du caractère suicidaire des Pasdaran, ils s'en moquent. Nous, on va mourir, on sera des martyrs, on ira au paradis. Donc, vous pouvez toujours taper, c'est pas grave. En revanche, pour les opinions publiques mondiales, c'était impossible, parce que c'est un crime de guerre de faire ça, frapper sur des infrastructures civiles. Par ailleurs, la réponse
de l'Iran, très clair, était on va frapper sur tous les pays du Golfe. Or, pour eux, c'est plus d'usines de désalinisation, c'est terrible, c'est terrible. Donc, il a lancé ça. Le seul effet que ça a eu, c'est sur les marchés. Ça a fait grimper les marchés comme ça. Et ensuite, le lendemain, il dit finalement je négocie et je ne menace plus pendant 5 jours. On verra dans 5 jours ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Les marchés s'effondrent. 4% de différentiel entre les deux, pour quelqu'un qui mise sur les marchés, comme sa famille, parce que sa famille mise sur les marchés, c'est une fortune considérable qu'ils ont réussi à amasser. Vous venez de dire que ça fait 3 semaines, attendons 5 semaines. Mais quel est votre pronostic aujourd'hui avec toutes ces données que vous avez? Je parle d'un plan de vue militaire surtout. Je pense que militairement, 5 semaines de frappe vont considérablement diminuer les capacités de frappe iraniennes, en particulier pour ce qui concerne les missiles, vont continuer à éliminer les dirigeants iraniens les uns après les autres. Mais il n'y a pas eu de changement de régime, comme il Non, voulait. mais attendez, je vais arriver au bout. Vont probablement aussi semer la terreur chez les Batidji et les Pasdaran, parce qu'ils sont frappés directement. Ils ne dorment plus dans leur caserne ni chez eux. Ils dorment dans les bus et dans les voitures. Vous voyez, au bout de 4 semaines, ça commence à peser. Donc je pense que ça va beaucoup diminuer les capacités. Maintenant, on ne renverse pas un régime s'il n'y a pas un mouvement intérieur. Et dans le mouvement intérieur, moi je suis en contact avec des Iraniens qui sont en France, qui les uns me disent pas de problème, on a des équipes qui se préparent, qui sont armées, qui vont descendre dans la revue, qui vont retourner les Batidji, etc. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui, mais ce dont je suis capable de vous dire, c'est que s'il n'y a pas un mouvement comme ça, il n'y aura pas de renversement du régime. Même s'il y a sur le plan militaire toutes les options possibles. Non, parce qu'il n'y aura pas de force au sol. Alors les forces au sol, parlons-en. Aujourd'hui, il a mobilisé 2 corps expéditionnaires des Marines, l'un qui était à Okinawa, l'autre qui était en Californie. Le 31e corps expéditionnaire et le 11e corps expéditionnaire. Ils sont en train de faire route vers Hormuz. Ces 2 corps vont être réunis la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. À ce moment-là, il y a une capacité de monter une opération amphibie sur le détroit d'Hormuz. Il a mobilisé quelque chose d'autre qu'on voit aujourd'hui, la 82e Airborne qui était à Fort Bragg, en Caroline du Nord, qui est en train de faire mouvement par avion, une vingtaine de C-17, c'est énorme, vers la Jordanie et Koweït. Et donc, ça, c'est pour peut-être une deuxième opération. Donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, il y a 2 opérations stratégiques à mener. C'est la saisie du détroit d'Hormuz et la saisie de l'île de Kharg. L'île de Kharg, c'est le portefeuille des Pasdaran. Si vous le prenez, il n'y a plus de pétrole et donc ils ne sont plus payés. Hormuz, c'est ce qui permet aux États du Golfe de vivre, d'exporter, mais aussi d'importer. Donc ce sont 2 objectifs stratégiques. Si les Iraniens n'ont pas plié le 9 avril, puisque c'est la date butoir pour les négociations qu'a donné M. Trump, il y aura les forces prévues pour, comme avant la guerre, à ce moment-là, lancer des assauts. C'est un risque énorme. Mais ça va compliquer les choses parce que... Compliqué, non, c'est un risque énorme. Compliqué, non, ça veut dire qu'on va prendre ce qui va retirer tout le pouvoir des Pasdaran. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir des Pasdaran, c'est d'avoir beaucoup d'argent et c'est de contrôler le détroit d'Hormuz. S'ils ne contrôlent plus le détroit d'Hormuz et s'ils n'ont pas d'argent qui rentre, à terme, le régime des Pasdaran s'écroule. Mais ce que je dis, donc c'est pas plus compliqué, ce sont des objectifs simples. Simplement, on dit que la guerre est tactique et faite de détails. C'est que ces opérations terrestres sont extrêmement risquées parce qu'il y aura des morts, il y aura des blessés dans l'armée américaine. Et donc ça, c'est tout ce que M. Trump ne voulait pas. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il va réussir une opération comme au Venezuela. Ça, c'est un coup qui arrive une fois tous les je ne sais pas combien, et il n'y a aucune chance que ça marche comme ça. Donc, c'est un risque, mais peut-il repartir en disant « j'ai gagné » Parce que M. Trump cherche une sortie. La sortie, ça peut pour être... lui, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie. Non, mais la sortie, ça peut être « j'ai détruit tous les missiles ». Les Iraniens ont enfin décidé de nous remettre les 450 kilos d'uranium enrichi, par exemple. Et donc, on abandonne le changement de régime et j'ai gagné. Il peut le crier comme ça. Vous savez, M. Trump est un homme de télévision.
Donc, quelle couleur donnera-t-il à sa victoire? C'est ça qui compte pour lui. Monsieur Netanyahou, le sujet est un peu plus complexe. Mais s'il n'y a plus de menaces nucléaires, de menaces de missiles, il a quand même atteint lui aussi ses objectifs intermédiaires. Et donc, pour venir à votre question, l'objectif final, qui est le changement de régime, pourrait simplement changer par, pas vraiment un changement de régime, mais un changement de tête de régime. On ne verrait plus un mollah, on verrait un civil, très lié au passe d'Aran, bien sûr. Et ça s'arrêterait. Pour la population iranienne, bien sûr, ça serait terrible, mais ça permettrait à M. Trump comme à M. Netanyahou de se dire d'affaire en disant « nous avons réussi ». Il y a des gens qui estiment que Trump, finalement, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un accord avec l'Iran. Bien sûr, parce qu'une fois qu'il est rentré dans cette guerre, s'il ne gagne pas militairement comme il le prétend, il faut qu'il ait un accord avec l'Iran. Le problème, c'est que l'Iran négocie depuis 30 ans. Ils ont des négociateurs chevronnés qui connaissent bien. Qu'est-ce qu'envoie M. Trump, M. Witkoff, M. Kushner, qui sont des agents immobiliers. Donc négocier, ce n'est pas exactement la même chose. Ils ont déjà échoué une première fois, on verra s'ils échouent une deuxième fois. Général, on a bien vu durant cette guerre que l'information, c'est une guerre d'information, elle a beaucoup pesé sur le paysage. Mais la guerre d'information, pourquoi? Parce que les 3/4 des gens voient les transformations, voient la guerre monter, voient les prix augmenter, voient l'impact qu'une guerre dans cette région-là a sur leur vie, et ça, on le voit immédiatement, par les chaînes de télévision, par etc. On le voit immédiatement. Et ça, c'est ça la guerre de l'information. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les images qu'on veut bien nous montrer. Donc on voit la propagande iranienne sur le merveilleux missile Kandjar qui va détruire tout. Bon, pour l'instant, il a toujours été intercepté, donc il n'a pas détruit grand-chose. On voit les puits de pétrole en feu, on voit les bateaux arrêtés ou des bateaux en feu. Donc c'est les images qu'on veut bien nous montrer. Et le problème, j'en reviens à la guerre vidéo, si vous voulez, c'est qu'on est passif devant nos écrans et on attend de voir ce qu'on va nous donner. Et donc, on a des propagandes des deux côtés. Des propagandes iraniennes qui n'arrêtent pas de dire qu'ils ont vaincu l'ennemi. C'est ce qu'a dit le nouveau guide suprême. On a vaincu. Et puis, M. Trump qui dit on a gagné. Bon, et là-dedans, il faut se faire son opinion et donc décrypter un peu tout ça. Pour revenir à la position de plusieurs pays européens, ils n'ont pas envie aussi de s'allier avec les États-Unis. Mais pour deux raisons principales. La première, c'est que les États-Unis sont partis en guerre sans les prévenir. Alors vous ne pouvez pas partir à la guerre sans rien demander, et dès qu'il y a un problème, appeler les autres à pouvoir vous aider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Europe veut passer par le droit international. Et le droit international n'a pas été respecté. Alors on est dans une situation ambiguë, et on peut dire que d'une certaine façon, les Européens jouent sur les deux tableaux. Finalement, que le gouvernement change à Téhéran, il serait bien content. Mais comme on n'a pas respecté le droit international, on ne peut pas s'en mêler. Donc ils se concentrent sur quoi? Sur deux objectifs, trois objectifs. Le premier, la défense du sud de l'Europe. Je rappelle qu'il y a un drone qui a été envoyé à Chypre, donc porte-avions français, frégates, enfin, on met les moyens de défense. Deux, la mer Rouge. Il y a une opération ESPID qui est pour permettre le passage au large de Houthi. Il n'y a plus beaucoup de bateaux qui passent, mais ce n'est pas grave. On maintient la liberté de naviguer. Et puis il y a le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, l'analyse simple, c'est soit c'est un accord diplomatique. Accord diplomatique, ça veut dire résolution du Conseil de sécurité. Oui, le moratoire dont parlait Emmanuel Macron avec le G7, c'est d'avoir au Conseil de sécurité une résolution diplomatique à ce sujet. Mais une résolution du Conseil de sécurité, c'est que le P5, les 5 permanences mettent d'accord. États-Unis, Royaume-Uni, France sont d'accord. La Chine y a intérêt, donc elle est d'accord. Les seuls à convaincre, c'est la Russie. Et après la résolution, parce que c'est bien d'avoir une résolution, mais il faut qu'elle soit applicable. Il faut que la Russie et la Chine fassent pression sur l'Iran pour dire arrêtez. Et à ce moment-là, les Européens sont prêts à envoyer des bateaux qui confortent cette situation de paix pour rassurer tout le monde. Ça, c'est la première option, préférée par les Européens. L'autre option, c'est si ça ne marche pas,
je le disais, monter l'assaut sur le détroit d'Ormuz. Et ça ne peut être qu'une opération américaine et israélienne. Les Européens ne veulent pas rentrer dans cette option-là. Les pays du Golfe se sont sentis un peu lâchés par les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui, moi je pense qu'il va y avoir une grande reconfiguration des alliances dans le Golfe. Pourquoi? Parce que les pays du Golfe avaient dit pas d'attaque, on n'en veut pas. Les Américains ne les ont pas écoutés, ils ont lancé leur attaque. Les pays du Golfe ont vu qu'il y avait d'autres alliés. La France à Abu Dhabi, la ministre de la Défense, enfin des armées, pardon, est à Abu Dhabi. J'ai rencontré les Émiratis, ils sont ravis d'avoir une autre alliance que les Américains, d'avoir les Français par exemple avec eux. Le Qatar, le Bahreïn, pareil. Donc, les Américains ne nous écoutent pas. 2, quand on veut se défendre, on a d'autres alliés sur qui compter. Donc je pense qu'ils sont en train de mesurer tout ça. Et puis, n'oublions pas que l'Arabie Saoudite avait commencé un accord avec l'Iran, patronné par la Chine. Et là, l'Iran tire sur l'Arabie Saoudite. Donc, définitivement, l'Iran est un ennemi. Vous voyez, donc je pense qu'il y a une reconfiguration dans le Golfe, à la fois sur les alliances avec les Américains, sur l'ennemi qui reste l'Iran. C'est un sujet qui est en construction aujourd'hui. Et pour les installations d'eau là-bas, vous pensez qu'il y a toujours ce risque que l'Iran tape? Je le répète, le gouvernement de Téhéran est un gouvernement terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire terroriste? Ça veut dire utiliser la terreur. Couper l'approvisionnement en eau dans le Golfe, c'est la terreur. Et donc, ils sont prêts à le faire. Soi-disant pour se défendre, quoi. Mais c'est suicidaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça pour les autres parce qu'eux reçoivent des frappes. Et c'est ce que j'appelle la capacité de nuisance. Et avec ça, ils veulent faire changer la position des pays du Golfe, des Américains, des Israéliens. Est-ce qu'ils y arriveront? Je n'en sais rien. Mais s'il y a une saisie du détroit d'Ormuz, par exemple, ça arrivera après les 5 semaines de frappe. Donc, voyons si, au bout de 5 semaines, les Iraniens auront toujours des capacités de frappe importantes. C'est peut-être moins sûr. Je vous ai entendu dire l'autre jour combien la technologie avait changé les choses. Et dans cette guerre, s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, les pagers, on n'en serait pas là. La technologie a chamboulé complètement la façon de faire la guerre. D'abord, il faut se souvenir qu'on apprend la guerre uniquement à la guerre. Donc c'est en faisant la guerre qu'on l'apprend. D'où la capacité des Ukrainiens extrêmement pointus sur les drones, par exemple, et qui sont actuellement au Moyen-Orient pour aider à lutter contre les drones. Donc c'est quelque chose, il y a 6-7 ans, dont on ne parlait pas. Aujourd'hui, les drones, pourquoi? Parce que ça se fabrique facilement, ça coûte pas cher, et dans le Golfe, en plus, ça vole au ras des vagues, et donc difficilement à identifier. Et la défense était prévue surtout une défense contre les missiles, et non pas contre les drones. Donc les drones, c'est une révolution. La guerre électronique, c'est une révolution. Les images. Aujourd'hui, les Russes fournissent des images des bases américaines aux Iraniens pour que les Iraniens frappent dessus. Donc il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. L'intelligence artificielle, vous avez raison, parce que ça permet d'identifier très rapidement quelles sont les menaces et de prioriser les menaces pour pouvoir les détruire. Donc tous ces mouvements accélèrent de façon incroyable. Et nos pays aujourd'hui sont en train de saisir tout ça, d'apprendre par le laboratoire qui est en Ukraine et le laboratoire qui est dans le Golfe pour améliorer nos capacités en permanence. Je voudrais quand même parler du Liban, c'est-à-dire il y a une guerre en Iran et il y a une guerre au Liban. Mais est-ce que ces deux guerres sont vraiment liées ou il y a deux stratégies entre Américains et Israéliens différentes? Non, alors c'est la stratégie de M. Netanyahou, c'est la sécurité d'Israël. La sécurité d'Israël, c'est sur nos fronts intérieurs, Hamas, Hezbollah, on n'en parle pas assez, mais Cisjordanie considère que c'est un front. La Syrie, le problème est partiellement réglé. Les Houthis, les milices chiites en Irak, et puis Téhéran. Donc Israël attaque Téhéran, mais attaque aussi le Hezbollah, parce que le Hezbollah a commis, à mon avis, l'imprudence de tirer sur Israël. Ça prouve que le Hezbollah est toujours dans les mains du régime iranien, par le biais de la force Code, donc des passes d'Aran, qui était présent au Liban. Et donc, ayant provoqué Israël, Israël dit, le problème n'est pas réglé, on va le régler.
Et donc, ça fait partie de la stratégie de sécurité d'Israël. Et la stratégie de sécurité d'Israël au Liban, c'est un éternel recommencement. J'ai commandé un bataillon en 91-92 au Liban. À l'époque, la zone au sud du Litanie était occupée par Israël. Les Israéliens vont recommencer la même chose. Ils vont occuper le sud du Litanie pour éradiquer le Hezbollah. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le Liban a changé. Le Liban maintenant condamne le Hezbollah armé. La FINUL, force de l'ONU qui est présente depuis 1978, partira à la fin du mois de décembre. Donc le Liban se retrouve seul. Donc, à mon avis, une solution plus sage eût été d'aider le gouvernement libanais à éradiquer le Hezbollah, la branche militaire du Hezbollah. Le problème, c'est que les Libanais et les Israéliens ne se parlent pas, ils sont toujours en guerre, et sans volonté de la part des Israéliens de parler aux Libanais. Ils méprisent à la fois l'ONU, donc la FINUL, et les Libanais. Et donc, ils ne croient qu'en une chose, c'est leur force armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont rentrés au Sud-Liban, et c'est pour ça qu'ils vont aller jusqu'au Litanie pour créer une zone tampon entre le Liban et Israël. Mais vous ne pensez pas qu'à long terme, cette stratégie va avoir des retombées néfastes? On est en train de fabriquer des générations de guerre. Mais ce que je disais, c'est que si on tenait compte de la changement de position du Liban, on devrait considérer que le Hezbollah est un ennemi du Liban. Ennemi du Liban. Il combat pour l'Iran et non pas pour le Liban. Et donc, les aider à régler le problème. Si on ne le fait pas, ce qui se passe en ce moment, on est en train de donner des armes, de l'eau au moulin, comme on dit, oui. du Hezbollah, qui peut s'intituler le parti de la résistance. Puisqu'Israël envahit le Liban, nous sommes les seuls à résister. Donc je pense que c'est une mauvaise stratégie de la part d'Israël. Et les États-Unis partagent cette stratégie? Aux États-Unis, je suis persuadé qu'on ne parle pas du Liban. Pour l'Iran, oui, il doit obtenir des gains avant l'été, bien sûr. Général, on vous remercie pour cette interview. On refera d'autres et d'autres interviews parce que cette guerre va durer. Ah, ça va durer malheureusement. Ça va durer, donc votre avis sera très, très important pour nous. Merci beaucoup. On vous remercie. Merci.